Bonsoir créatures de la nuit, ici Kim, prête à vous amener dans un voyage captivant à travers l'univers de Vampire la Mascarade. Aujourd'hui, on plonge dans les secrets les plus sombres des groupes qui repoussent les limites de l'alchimie du sang. Donc préparez vos fioles et vos grimoires parce que ça va être intensément mystérieux et un peu sanglant aujourd'hui. Donc on va commencer par le groupe Almost Assembly, donc l'Almost Assembly, la presque assemblée, est un groupe de sang clair composé de professionnels de la santé et d'adeptes d'alchimie du sang clair qui cherchent à transcender les limitations des Kindred. Donc, fondée au milieu des années 2000 environ, cette communauté-là se cache dans les forums apparemment abandonnés, des microblogs obscurs, des serveurs de messagerie protégés par des mots de passe. Leur objectif ultime, c'est la quête de la vérité liée à l'immortalité. Donc, l'Almost Assembly a vu le jour grâce à un collectif de médecins, d'infirmiers, infirmières, scientifiques et occultistes de sang clair qui se sont réunis sur un ancien groupe de discussion de Usenet. Donc, les premiers échanges portaient sur le soutien mutuel et les pratiques d'automédicaменtation, mais tout a changé lorsqu'un utilisateur anonyme, a publié un article scientifique sur le syndrome des sangs clairs. Donc, cet article-là a marqué un tournant, faisant basculer les discussions vers les implications médicales et mystiques de leur condition et l'essor de l'alchimie du sang. Donc, bien que les découvertes de cet article ne résistent pas complètement à l'épreuve du temps ni scientifique, l'Almost Assembly le considère comme un texte fondateur. L'auteur de l'article, connu sous le pseudonyme de Dr. Douglas Netchurch, est honoré comme l'un des fondateurs symboliques de la communauté. Donc, l'Almost Assembly se définit comme une association académique virtuelle. Elle publie chaque année un journal numérique intitulé le Curriculum Vitae, qui compile des études de cas sur les sangs clairs à travers le monde, ainsi que des formules d'alchimie rigoureusement mesurées scientifiquement. Donc, ce journal sert également de plateforme pour débattre de leur philosophie principale. Est-ce que les sangs clairs représentent une étape évolutive entre l'humanité et ses états alternatifs, visant donc à devenir des néo-humains, des êtres immortels possédant des capacités des Kindred sans en subir les faiblesses? Donc, la philosophie de l'Almost Assembly repose sur plusieurs hypothèses centrales. Premièrement, le rejet du concept de sang affaibli. Ils considèrent ce concept comme une idée biaisée, fondée sur les préjugés sociaux des Kindred et non sur des faits scientifiques. Bien qu'ils acceptent la structure des générations, ils la remettent en question, en particulier par le biais des théories radicales du cycle du sang. Aussi, on a les états alternatifs, donc les alt states. Selon eux, le vampirisme n'est pas une séparation de l'humanité, mais un état alternatif que le corps humain adopte en réponse à un traumatisme occulte. Donc, ces états exploitent l'énergie occulte naturelle du corps qui persiste même après la mort. Toutefois, ces états sont biologiquement et psychologiquement éprouvants, rendant leur désactivation difficile, voire impossible après un certain temps. Donc, les sangs clairs, cependant, offrent une opportunité unique d'apprendre à basculer entre ces états ou d'atteindre quelque chose de plus grand. L'alchimie ils ont comme principe l'alchimie comme voie vers le néo-humanisme. Donc, pour les membres de l'Almost Assembly, la perfection de l'alchimie du sang clair est la clé pour surmonter les faiblesses des Kindred et améliorer leurs forces. Donc, les formules qu'ils développent visent à réduire les vulnérabilités classiques des vampires, comme la lumière du soleil, tout en augmentant leurs capacités. Chaque membre devient une œuvre magistrale, une sculpture façonnée avec soin grâce à des formules alchimiques et des expériences minutieuses. Donc, les percées significatives dans leurs recherches restent rares, mais la communauté persévère malgré les menaces, notamment celle de la First Light, une organisation humaine dédiée à la traque des vampires qui pourrait infiltrer leurs rangs. Malgré ces dangers, la Almost Assembly continue de rêver à un avenir où les néo-humains, capables de profiter de la chaleur du soleil et du froid de la nuit, deviendront une réalité. Dans les groupes, on a ensuite les Ashfinders. Donc, les Ashfinders représentent un mouvement philosophique émergent dans l'univers complexe des Kindred. Donc, basé à Ibiza, en Espagne, ces yogis singuliers consomment littéralement les cendres de vampires morts. Donc, ce culte se construit autour de l'idée qu'il pourrait exister des moyens autres que la diablerie pour faire évoluer les pouvoirs des sangs clairs.
Donc, avec leur organisation plus vaste, connue sous le nom des Cinder Institute, les Ashfinders suivent une doctrine variée, mêlant un culte extatique, une entreprise de collecte de données et le mépris pour la société vampirique traditionnelle. Donc, les Ashfinders embrassent leur statut d'outsider, de marginaux parmi les Kindred, une position qu'ils compensent par une quête effrénée des plaisirs de l'existence et une présence ostentatoire sur les réseaux sociaux. Bien que cette bravade puisse paraître de mauvais goût pour certains, les pratiques ou ces pratiques-là, en fait, permettent aux Ashfinders de se rappeler ce qu'ils risqueraient de perdre s'ils cédaient aux monstres intérieurs. Donc, ils voient leur mode de vie comme une façon de célébrer la vie, ou du moins une approximation de celle-ci, et de repousser les ténèbres de la bête. Malgré leur statut marginal, le culte attire quelques vrais Kindred, principalement des individus liés aux tendances anarques. Donc, les Ashfinders ont découvert un moyen de synthétiser un mélange de pouvoirs nécromantiques, l'alchimie des sangs clairs, de thaumaturgie et de cendres de vampires morts pour créer une drogue unique, le Ash. Donc, consommée de manière de différentes façons, on pourrait dire, elle peut être ingérée, injectée, sniffée, appliquée sur une zone riche en vaisseaux sanguins. Cette substance-là crée un lien mystique, oui, avec les souvenirs et les pouvoirs des défunts. Donc, elle offre aux sangs clairs un accès temporaire aux disciplines, aux capacités, aux fragments de mémoire des Kindred défunts, le tout accompagné d'une euphorie psychédélique rarement observée chez les vampires. Donc, l'Ash est perçu comme un moyen pour les sangs clairs de profiter des avantages de leur état hybride sans compromettre totalement leur moralité. Les rumeurs évoquent même des lots spéciaux capables de suspendre temporairement la faim, permettant aux consommateurs de goûter un bref répit de leur condition vampirique. Cependant, le rituel de fabrication de cette substance est extrêmement dangereux, entraînant des conséquences graves pour le créateur et l'utilisateur. L'utilisation du hash n'est pas non plus sans risque. Parmi les effets secondaires, certains consommateurs se retrouvent totalement submergés par des symptômes de manque, ce qui pousse de nombreux Ashfinders à tuer d'autres vampires pour obtenir leur prochaine dose. Pour les apprentis alchimistes, le processus de création de l'hash comporte également un risque, celui de voir des cendres du vampire s'agréger pour donner naissance à un éclat de bête, une manifestation instable et potentiellement destructrice. Dans les groupes, on a ensuite le Athanor Mundi. Donc, l'Athanor Mundi est un mouvement singulier ayant vu le jour en 1991, fondé par Philatletès Do, un idéaliste Tin Blood, donc sang clair. Ce groupe, surnommé les Mundis, poursuivait un rêve audacieux. Briser les chaînes imposées par les générations d'anciens vampires et utiliser l'alchimie pour transformer tous les caïnites en une véritable pierre philosophale. Leur but ultime était d'offrir au monde un cadeau inestimable, soit une vie éternelle débarrassée des maladies et de la vieillesse. Do, en véritable visionnaire, voyait dans l'alchimie non seulement une science, mais une clé pour transcender la malédiction vampirique. Dans ses écrits, il décrivait un monde où les sangs clairs, souvent marginalisés dans la société vampirique, pouvaient devenir les agents d'un changement radical, défiant les anciens qui dominaient depuis des siècles. Ce message a vraiment séduit de nombreux sangs clairs de l'époque, désireux de se libérer de la domination des clans et de leurs propres conditions incertaines. Donc, l'idée de l'Athanor Mundi reposait sur une métaphore puissante. Tout caïnite, quelle que soit sa lignée ou sa génération, pouvait devenir un plomb transformé en or par l'alchimie. Donc, cette transformation ne se limitait pas au corps et au sang, mais s'étendait à l'âme, permettant aux vampires de devenir des êtres supérieurs, détachés des cycles infinis de lutte et de pouvoir. Malgré son attrait initial, le mouvement commença à décliner au début des années 2000. La disparition de Philatletès Do, supposément tué par les anciens, porta un coup fatal à l'élan du groupe. Donc, ses écrits, bien que sporadiquement retrouvés sous forme de tracts, se limitaient à répéter les mêmes idées que dans ses premières œuvres. Donc, sans leader charismatique pour les guider, les membres de l'Athanor Mundi se sont dispersés peu à peu. De nos jours, le mouvement est largement tombé en disgrâce, mais son influence persiste en filigrane. Quelques cercles proches de l'Andmost Assembly s'inspirent encore des idéaux de Do, intégrant ces idées à leur propre philosophie. Pour ces groupes, l'Athanor Mundi reste un symbole d'un possible avenir où les sangs clairs pourraient jouer un rôle central dans la transformation du monde vampirique.
Bien que l'Anator Mundi n'ait jamais atteint ses objectifs ambitieux, il a laissé un héritage durable dans le paysage des sangs clairs. L'idée que l'alchimie puisse offrir des solutions aux limites des Caïnites, qu'il s'agisse de leur immortalité stérile ou de leur dépendance au sang, a encouragé de nombreux alchimistes modernes à poursuivre des recherches similaires. Certains des anciens disciples de Do continuent à expérimenter, espérant un jour accomplir ce que leur maître avait envisagé. Cependant, l'héritage de l'Anator Mundi est aussi teinté de controverses. De nombreux anciens et clans établis voient dans ces idéaux-là une menace pour leur pouvoir et l'ordre vampirique traditionnel. Pour eux, la quête de la pierre philosophale n'est qu'une utopie dangereuse, susceptible de déclencher des conflits ou de révéler des secrets trop puissants pour être manipulés. On a ensuite le Dovecote. Donc, Dovecote encourage une expérimentation constante, mettant un fort accent sur des formules qui permettent à ses membres de se défendre ou de fuir en cas de danger. Donc, les membres restent une multitude de tests, une multitude de recettes issues de leurs propres idées ou suggérées par d'autres membres et rédigent des rapports détaillés sur leurs formules et leurs résultats qu'ils partagent avec leurs camarades. Donc, la plupart annoncent à l'avance l'heure exacte à laquelle ils prévoient de soumettre leurs découvertes afin que les intéressés puissent sauvegarder leurs données avant que le serveur de discussion ne soit effacé lors du nettoyage quotidien. Cependant, tout n'est pas toujours bienveillant dans le Dovecote. Une minorité désagréable de vampires propose innocemment des formules dangereuses ou déplaisantes, espérant que d'autres membres les essaieront. Heureusement, certains membres spécialisés se consacrent à repérer ces saboteurs et les éliminer. Pour préserver la confidentialité, les membres de Dovecote évitent d'utiliser des termes explicites, comme vité, sang ou même humeur. À la place, des mots codés comme What's it ou Dr Pepper remplacent le sang, tandis que des expressions comme horny, excité, angry pour colérique et mopey, mélancolique, se substituent aux humeurs sanguines, colériques et mélancoliques. Donc, une multitude d'autres phrases secrètes protègent les serveurs contre toute surveillance extérieure ou alerte basée sur des mots-clés. Une multitude d'autres phrases secrètes protègent les serveurs contre toute surveillance extérieure ou alerte des alertes basées sur des mots-clés. Oui, voilà. Donc, l'accès au serveur Dovecote est difficile. Le meilleur moyen d'être invité est d'être invité par un membre existant, ce qui nécessite de pouvoir prouver à un membre secret de Dovecote ses talents en alchimie et sa fiabilité. Malgré leur ouverture au sein de la communauté, les membres de Dovecote défendent farouchement leurs archives pour protéger leurs pairs. Il peut s'écouler des années avant qu'une confiance suffisante ne s'installe entre les sangs clairs pour une invitation émerge. Donc, les membres de Dovecote, dans une même ville, fréquentent souvent les mêmes boutiques et fournisseurs sur les conseils de leurs camarades. Ils s'intéressent principalement à l'achat de matériaux plutôt qu'à des livres ou équipements occultes. De plus, ils maintiennent souvent une petite présence dans la scène des drogues de synthèse dans les villes où ils opèrent. Dovecote a vu le jour dès les premières heures suivant l'annonce de la Camarilla concernant les marquages des sangs clairs. Un groupe d'alchimistes et de hackers adjacents a décidé que la meilleure défense était une bonne attaque. Fini les formules alchimiques secrètes ou les ingrédients propriétaires. Il s'agissait de partager ces ressources et de les rendre puissantes et d'en créer davantage, de sorte qu'en cas d'attaque de la Camarilla, celle-ci rencontre une résistance farouche de la part des sangs clairs. Ils ont mis en place donc des serveurs secrets, établi des règles de base et passé 5 heures à trouver un nom accrocheur. Donc, dès la nuit suivante, la première réunion de Dovecote a eu lieu avec un total de 14 membres. Depuis, leur nombre a explosé, atteignant plusieurs centaines de membres, peut-être davantage, certains groupes d'alchimistes publiant sous un nom collectif. Ils sont principalement répartis en Amérique du Nord, avec quelques membres en Amérique latine et en Asie. Avec le temps, certains membres plus radicaux et militants ont fondé un groupe nommé Cronus depuis les rangs de Dovecote. Donc, Cronus, lui, représente une branche plus agressive et organisée, poursuivant des objectifs alchimiques similaires, mais avec une philosophie nettement plus combative et méthodique. Donc, Dovecote, quant à lui, reste un réseau collaboratif et dévoué, un bastion de sangs clairs cherchant à renforcer leurs talents alchimiques et à protéger leur communauté contre les menaces extérieures. Donc, Cronus, un autre groupe,
plus spécialisé que je viens d'aborder. C'est un groupe de radicales alchimistes sans clerc basé à Lagos. Donc, ce collectif est une scission du groupe en ligne moins extrémiste là, Dovecote. Comme souvent, avec les communautés en ligne, Dovecote a vu émerger des branches dissidentes, composées de membres prenant les idées du groupe très au sérieux. Donc, frustré par l'attitude perçue comme trop nonchalante de Dovecote, un petit groupe d'anciens membres de Saint-Clair a décidé de fonder sa propre organisation physique, une communauté appelée une communauté réelle. Vraiment, là, qu'on peut se voir d'alchimistes. Ils ont choisi Lagos comme centre d'opération et ont installé leur quartier à proximité du marché d'Idumota afin de pouvoir faciliter et collaborer en personne. Donc, contrairement à Dovecote, qui mise sur une approche plus expérimentale et parfois aléatoire de l'alchimie, Cronus adopte une méthode stricte et méthodique. Leur objectif principal, c'est de comprendre pourquoi et comment les formules alchimiques fonctionnent. Donc, ils rejettent les expérimentations imprécises de Dovecote pour se consacrer à l'analyse approfondie des recettes anciennes. Les membres de Cronus passent leur temps à disséquer des formules, à comparer minutieusement les comparer, dans le fond, à des recherches en chimie moderne et à des textes historiques, jusqu'à ce que chaque molécule et chaque processus soit parfaitement expliqué. Donc, cette approche-là, rigoureuse, les pousse à voyager régulièrement pour collecter des ingrédients rares et acquérir des manuscrits précieux à travers le monde. Mais Cronus ne se contente pas de fuir ou de riposter si la Camarilla ou d'autres vampires interfèrent avec leurs activités. Ils veulent gagner. Leur détermination les rend particulièrement redoutables dans les conflits. Donc, Dovecote, c'est la plateforme d'origine de Cronus, c'est un réseau en ligne qui cherche à unifier et protéger l'alchimie des Saint-Clair tout en faisant la promotion d'échanges entre alchimistes novices expérimentés. Cependant, son approche décontractée, son manque de structure a irrité certains membres qui considèrent cette attitude-là comme un frein à l'avancement de l'alchimie. Cronus est donc né de cette frustration-là, ses membres préférant un engagement plus direct, plus tangible. Donc, les membres de Dovecote évitent généralement les conflits internes sur la scène alchimique, bien que certains testent parfois des limites, les nouveaux venus, là, pour évaluer leur potentiel. Pour beaucoup, donc, Dovecote, c'est une plateforme d'échange autour de formules intrigantes, une communauté secrète. Mais pour d'autres, c'est une mission essentielle, poser les bases nécessaires pour défendre l'alchimie des Saint-Clair et les Saint-Clair eux-mêmes contre les menaces extérieures. Donc, Cronus se trouve dans cette branche-là. Cronus, en revanche, préfère vraiment les rencontres physiques et stratégiques. Leur réseau s'étend dans des lieux où on peut trouver des livres rares ou des matériaux précieux, souvent en dehors des sentiers battus. Ces lieux deviennent des points de rassemblement pour les membres cherchant à approfondir leurs connaissances et à renforcer leur autonomie face aux autres factions vampiriques. Donc, Dovecote et Cronus incarnent deux facettes d'un même objectif, préserver et renforcer l'alchimie des Saint-Clair. Tandis que Dovecote mise sur une approche collaborative et relativement pacifique, donc on parle vraiment là, d'une pédagogie des communs, Cronus adopte une posture combative et déterminée. Donc, ces deux groupes, bien que parfois en opposition philosophique, représentent une force croissante au sein du monde vampirique, unissant les Saint-Clair autour d'une cause commune, assurer leur survie et leur indépendance dans un monde dominé par les anciens et les clans établis. On a aussi la Maison Carna. Donc, la Maison Carna, c'est une faction contemporaine et un groupe féministe issu du clan Trémer, qui a été fondé après la destruction de la chantry principale là, à Vienne. Donc, les membres de la Maison Carna présentent une rupture radicale avec les pratiques hiérarchiques et rigides des anciens Trémer, cherchant à se distancier des structures autoritaires pour adopter une approche plus progressive. Donc, les Carnites, désireux de se rapprocher des anarques et de rompre avec le passé oppressif des Trémer, cultivent une image de plus progressiste et plus ouverte, plus moderne. Cependant, il est difficile pour les vampires meurtriers et rôdeurs de la nuit de porter pleinement un message d'amour et de paix, là, on s'entend. Donc, l'objectif de Carna semble clair. Élargir la recherche pour créer une alternative supérieure à la sorcellerie du sang classique et en intégrant des éléments d'alchimie des Saint-Clair. Donc, ces partisans les plus influents organisent souvent des battles alchimiques locales assez impressionnantes ou offrent des récompenses pour des réinterprétations radicales des anciens rituels. Si ces pratiques-là contribuent à aliéner davantage les Trémer traditionnels, c'est encore mieux.
Donc, la Maison Carnat ne se limite pas à collaborer avec les alchimistes sans clair. Leur organisation déploie un vaste réseau, incluant même des mortels Wiccans. Donc, ces derniers sont pas seulement des sources de sang pour la Maison Carnat, mais sont aussi considérés comme des opportunités improbables d'investigations occultes. Certains carnites très influents organisent la convention d'alchimie annuelle à Trenčín. Donc, ces événements prestigieux attirent de nombreux alchimistes du sang désireux de partager leurs recettes et d'approfondir la sorcellerie du sang. Ce rassemblement est devenu un rendez-vous incontournable pour ceux qui explorent les limites de la magie vampirique et de l'alchimie des sangs clairs. On a ensuite le Luy de Minenne. Donc, le Luy de Minenne est un groupe de Tzimitché pratiquant la magie coldunique fondée par les progénitures de l'ancien Domien. Donc, le sorcier Tzimitché Domien s'est installé dans le Grand Marécage lugubre, donc le Great Dismal Swamp, entre la Virginie et la Caroline du Nord dans les années 1740. Pendant près de 2 siècles, il a vécu à l'écart des intrigues politiques, créant lentement des enfants, tout en se nourrissant d'esclaves en fuite et de réfugiés amérindiens. Dans les années 1930, donc, ses descendants se sont rendus dans les régions des Grands Lacs pour recruter des serviteurs parmi les communautés d'immigrants roumains à Cleveland, Gary, Erie et Chicago. Ce que les dragons sorciers ont découvert était la pire pollution industrielle de l'hémisphère. Donc, des lacs empoisonnés, des sols contaminés, des rivières en feu, des cieux dégoulinants d'acide. Donc, une assemblée de Koldun s'est alors demandé si cette nappe toxique pourrait être la manifestation de Kupala, version américaine, donc un esprit terrestre aussi nocif que les Tzimitché eux-mêmes. Donc, les Luys de Minenne ont donc entrepris et poursuivent encore d'ailleurs leur quête pour dominer cette terre empoisonnée. Les mortels ayant eux-mêmes créé cet élément, ce nouveau poison, je vais dire, là, doivent maintenant laisser les Luys de Minenne le maîtriser comme leurs sorciers de l'ancien pays maîtrisaient les éléments naturels. Étonnamment, les Tzimitché des vieux pays d'Europe de l'Est se montrent réceptifs à ce message. Là-bas, ils doivent faire face à des montagnes de déchets industriels et des fosses chimiques laissées par les régimes communistes du siècle précédent. Donc, une Tzimitché a affirmé même que la terre rouge radioactive de Tchernobyl pourrait offrir une nouvelle approche ou un nouveau pouvoir à ce mouvement, mais elle a depuis disparu en Ukraine. Donc, à défaut d'un autre désastre nucléaire, les Luys de Minenne tournent désormais leur regard vers les alchimistes sans clair. Peut-être que leurs arts de la transmutation des métaux et de la purification de la matière pourraient enrichir les nouvelles pratiques kolduniques. Donc, les Koldun de Luys de Minenne se distinguent par un aura impérieuse, une grandiloquence, un sens du but malsain dissimulé derrière une puanteur chimique omniprésente. Certains se comportent comme des tyrans jaloux de leur territoire toxique, tandis que d'autres invitent volontiers les néonates Tzimitché à explorer les usages potentiels de la pollution. Leur attitude varie selon leur force dans un domaine donné et la quantité de déchets industriels à exploiter. Dont les Red Workers, les alchimistes ou sorciers cherchant des ingrédients extrêmement dangereux, découvrent souvent que les Luys de Minenne contrôlent des sites toxiques, fixant des prix exorbitants pour leurs trésors. Les sangs clairs, quant à eux, trouvent rarement ces invitations-là à collaborer attrayantes. Mais en cas de désespoir, il est toujours possible de se rendre au pire site contaminé de la ville et de vérifier si un sorcier Tzimitché a élu domicile sous le béton fissuré d'une vieille usine. Pour les Luys de Minenne, la pollution industrielle et les déchets toxiques représentent bien plus qu'un fléau environnemental. C'est les fondations d'une nouvelle forme de pouvoir koldunique. Minenne et ses disciples cherchent à transformer ces reliques modernes en ressources occultes, réinterprétant la koldunicité traditionnelle pour refléter le monde empoisonné qu'ils habitent. On a ensuite les Sunburners. Donc, les Sunburners, également appelés les héliophiles, forment un groupe de sangs clairs affiliés au sabbat, actifs durant la guerre de la Guéhenne. La plupart d'entre eux pratiquent l'alchimie des sangs clairs qu'ils considèrent comme une expression sacrée de leur foi. Alors que la guerre de la Guéhenne bouleverse les sociétés kindred à travers le monde, la main noire intègre de plus en plus de sangs clairs dans ses rangs. Donc, ces caméléons acceptent pleinement leur statut en dehors des catégories traditionnelles. Ni mortels, ni vampires, mais quelque chose de supérieur. Ils se voient comme libérés du poids des péchés des descendants de Caïn.
Donc, le sabbat rejette l'idée même là, de clan, mais les sangs clairs incarnent ce rejet d'une manière que même leurs supérieurs ne peuvent égaler. Lorsque les Sunburners marchent sous la lumière du soleil et subissent les brûlures terrifiantes des rayons, ils savourent la douleur. Pour eux, cette souffrance-là est pure, sacrée, un signe qu'ils sont les héros du temps des sangs clairs. Ils se désignent comme des héliophiles, disciples du chemin du soleil. Pour les vampires de la Camarilla et des Anarques, ce sont souvent que des fous masochistes là, ou des cibles faciles, surnommés sarcastiquement Sunburners. Donc les Sunburners représentent un nouveau mouvement religieux au sein du sabbat. Leur foi et leur ferveur surpassent souvent celle des meutes plus établies, alimentées par des vies brèves et tragiques de nombreux sangs clairs. Donc ces martyrs, honorés dans leur culte, renforcent leurs idéologies et leur sens du sacrifice. Comme tous les membres du sabbat, les héliophiles considèrent les mortels comme des proies. Mais leur mépris s'étend également aux vampires véritables. S'ils respectent leurs compagnons de meute, ils éprouvent à leur égard un mélange de pitié et de dégoût. Ces vampires sont encore enchaînés par les malédictions des antédiluviens et fuient la lumière du soleil. Donc les héliophiles, eux, portent les brûlures comme un signe d'honneur. Plus les blessures sont graves, plus elles témoignent de leur confrontation victorieuse avec l'astre qui a rejeté Caïn. Certains rejettent même le sommeil diurne, affirmant que le repos est réservé aux mortels et aux faibles encore soumis aux antédiluviens. L'alchimie des Tin Blood constitue le cœur du culte des héliophiles et leur forme la plus élevée de vénération. Ils voient en l'alchimie comme un acte de transformation, une métamorphose similaire à celle qui les a libérés de leur condition mortelle pour devenir des prédateurs. Donc, les formules alchimiques sont le fruit d'efforts collectifs partagés au sein de leur grande meute. Ces concoctions visent à accentuer leur statut unique entre vie et non-vie et exploiter la puissance du soleil contre leurs ennemis et à invoquer des frénésies sacrées chez leurs alliés et adversaires. Donc, les Sunburners infiltrent presque toutes les scènes alchimiques dans les villes où le sabbat est actif, se mêlant discrètement à leur pratique pour y diffuser leur foi. Donc, leur culte peut passer inaperçu en étant catalogué comme encore un autre culte bizarre du sang, mais leur véritable nature se révèle lorsqu'ils entourent un alchimiste dans son refuge, prêt à lui révéler sa véritable place dans l'ordre de Caïn. Parfois, l'alchimiste disparaît pour réapparaître des mois plus tard, brûlé, chevauchant avec eux vers une autre ville. Donc, la douleur, c'est le ciment du culte des Sunburners. Les brûlures partagées lors de leurs expériences communes sont à la fois des souffrances atroces et des moments d'extase qui façonnent leur personnalité et renforcent leur dévouement au culte. Les membres placent leur foi et leur communauté au-dessus de tout, même de leur propre sécurité. Ils cherchent constamment à propager leur doctrine et à découvrir de nouvelles sources de pouvoir. Donc, on les rencontre dans les coins les plus sombres des scènes alchimiques, particulièrement dans les espaces contrôlés par le sabbat. Ils organisent également des festivals dans les régions désertiques où leur adoration du soleil prend un caractère quasi apocalyptique. On retrouve aussi les Calderon. Donc, les Calderon constituent une faction de thaumaturges du sang du sacerdoce établie en Italie depuis les années 1900. Donc, ces individus charismatiques et intrigants manient la pression subtile et cultivent une allure affable qui dissimule souvent un nihilisme profond. Donc les Calderon, oui, oscillent en deux facettes. Soit les charismatiques et loquaces, ils maîtrisent l'art de manipuler subtilement leur cible et dégagent une aura de séduction naturelle, mais aussi ils peuvent être froids et opportunistes. Donc ils sont attirés par les frissons, recherchant constamment les expériences extrêmes, tant sur le plan émotionnel que magique. Donc, bien qu'ils puissent afficher une apparence amicale et chaleureuse, les Calderon sont loin d'être indifférents. Leur véritable motivation est de poursuivre les actions ou chemins qui promettent des résultats les plus intéressants ou les plus intenses, souvent caractérisés par des hauts vertigineux suivis de chutes spectaculaires. Certains Calderon participent activement à leur expérience, s'immergeant dans les mêmes excès que leurs cibles pour mieux les comprendre et se rapprocher d'eux. D'autres préfèrent garder l'esprit clair, observant avec voracité le chaos qu'ils déclenchent autour d'eux. Ils sont souvent rencontrés dans les fêtes sauvages où circulent toutes sortes de substances, dans les cercles contre-culturels, dis-je, ou au bord des précipices, littéralement et métaphoriquement, contemplant la chute qui les attend.
Donc, l'influence des Calderon dans un domaine évolue généralement par étapes, laissant une empreinte qui transforme les lieux qu'ils investissent. Les Calderon ont vu le jour dans les régions de la vallée d'Aoste, en Italie, au début du 20e siècle. Ils ont émergé comme une sous-secte du sacerdoce axée sur la thaumaturgie. Dès leur début, ils ont été confrontés à l'hostilité des Trémères, connus pour leur réticence à partager les secrets de la sorcellerie. Donc, cette opposition-là, constante, a façonné les Calderon, faisant d'eux une faction réduite en nombre, mais redoutablement résiliente. Les Trémères accusent les Calderon d'avoir acquis leur savoir en sorcellerie du sang par des actes de diablerie, accusations auxquelles les Calderon répondent par des dénégations suffisamment hautaines pour qu'elles ressemblent à un aveu implicite. Malgré ces tensions, les Calderon n'ont pas cessé d'innover. Ils accueillent avec enthousiasme les expérimentations des sangs clairs, au même titre que les covents de Karna. On a aussi les Plague Oracles. Donc, les oracles de la peste sont un groupe de mystiques malkaviennes établis en Espagne, mêlant leurs dons innés pour la perception au domaine de la sorcellerie du sang pour manipuler, les maladies et explorer leurs mystères. Ces praticiens singuliers se tiennent à l'intersection entre la science, la magie et le morbide. Donc, l'histoire des oracles de la peste commence lorsque Malkavian perçoit une opportunité dans l'effondrement de la hiérarchie des Trémères. Tandis que cet événement déstabilisait les anciens sorciers revanchards, le Malkavian voyait une occasion de créer des synergies entre les Trémères, détenteurs d'un savoir ancien, et les Malkavian, un clan connu pour leur ouverture aux nouvelles perspectives, ou plutôt leur incapacité à ignorer ce qui les entoure. Donc, le chantry Trémère espagnol, en quête de direction, trouve son salut grâce à cet oracle de la peste. Sous son influence, il réoriente leur sorcellerie du sang vers l'écoute des micro-parasites dans le sang humain et leur interaction avec les parasites plus grands, comme les vampires eux-mêmes. Donc, le concept central des oracles de la peste repose sur l'égrégore, une conscience collective. Il fusionne cette idée mystique avec les principes modernes d'analyse des données, percevant des communautés humaines comme des entités organiques. Les oracles soutiennent que les maladies infectieuses, telles que l'herpès, l'hépatite ou le VPH, créent des liens mystiques entre les autres qui les portent. Donc, ces liens permettent de recueillir des informations ou de canaliser les sensations depuis ces collectifs. Grâce à leurs rituels, les oracles peuvent accéder à des connaissances collectives. Par exemple, ils pourraient naviguer dans Barcelone avec les compétences combinées de tous les conducteurs enrhumés de la ville ou percevoir les opinions des habitants de Rio atteints de la fièvre jaune sur des sujets variés comme la météo ou un produit commercial. Toutefois, ces pratiques ont un coût. Les oracles doivent eux-mêmes héberger la maladie pour en explorer les mystères. En manipulant les énergies et les sensations des maladies, ils acquièrent une compréhension unique des populations qui les infectent. Les oracles de la peste excellent dans l'influence et le contrôle des populations à travers la contagion. Leur travail passe souvent inaperçu parce que de nombreux caïnites considèrent leurs pratiques comme des absurdités propres aux enfants d'écoutants de Malcave. Cependant, ils attirent parfois l'attention lorsque leurs expériences prennent une tournure inattendue et se propagent au-delà de leur contrôle. Donc, les oracles de la peste sont souvent perçus comme étranges, avec des regards brillants et une aura un peu dérangeante. Ils préfèrent opérer en arrière-plan, fouillant dans les hôpitaux, explorant les fosses communes anciennes ou même inspectant les murs de sanatoriums abandonnés. Lors de leurs cérémonies, ils portent des masques de médecins de la peste en forme de bec d'oiseau, symbole à la fois de leur lien avec la maladie et de leur quête de connaissances. Donc, les oracles établissent une distinction claire entre les maladies infectieuses causées par des micro-organismes et les maladies non infectieuses comme le cancer ou le scorbut. Donc, les maladies à prions, à la frontière entre ces catégories, les fascinent particulièrement. Ces pathologies causées par des protéines mal repliées, sont parfois contractées via l'environnement, mais aussi par ingestion. Donc, les frontières ambiguës de ce genre attirent l'attention des oracles, toujours désireux de repousser les limites de leur compréhension. Donc, rencontrer un oracle de la peste peut être déconcertant. On les trouve souvent près des hôpitaux ou des lieux où le taux d'infection est anormalement élevé. Ils creusent parfois des fosses communes oubliées sous le couvert de la nuit avec des permis obtenus par la manipulation. Leur quête pour comprendre et exploiter les maladies les conduit également à entrer en contact avec les kindred ou les mortels qu'ils utilisent comme cobayes. Bien que leur recherche soit souvent négligée par leurs pairs vampires, les oracles de la peste disposent d'un pouvoir redoutable.
En manipulant les maladies et en exploitant leurs liens mystiques avec la communauté infectée, ils peuvent influencer des groupes entiers de manière subtile mais efficace. Et voilà, créatures de la nuit, c'est tout pour cette plongée dans les groupes secrets liés à l'alchimie du sang dans Vampire la Mascarade. Donc j'espère que vous avez apprécié cette exploration des groupes clairement alternatifs et de leurs pratiques uniques, disons-le, parfois dérangeantes, mais toujours très intrigantes. Donc, si vous avez apprécié, pensez à laisser un petit pouce en l'air, un like, à vous abonner et activer la petite cloche pour pas manquer les autres vidéos du World of Darkness. Et dites-moi en commentaire quel groupe vous intrigue le plus ou quel groupe voudriez-vous explorer davantage dans vos chroniques. Donc, merci d'avoir été là, à bientôt et on se dit à la prochaine pour d'autres aventures dans le monde des ténèbres. Bye!